Il est en effet prévu au cours de ce rendez-vous culturel un court-métrage assez original sur les réfugiés du dit massacre. À nouveau, bonsoir. En séjour au Bénin, dans le cadre d'une visite d'État, le président français François Hollande était ce matin au palais de la présidence de la République où il a eu un tête-à-tête avec son homologue béninois. Tête-à-tête et une séance élargie au cours de laquelle 2 accords ont été signés et au couronnement, l'admission des 2 présidents dans les ordres nationaux de leurs pays respectifs. Henri Ziota. Il sonnait 8h30, heure prévue au programme, quand le président français François Hollande fit son entrée au palais de la présidente de la République où il est accueilli par son homologue Boni Yayi et... Un coup de canon bien sonné, le président français a reçu les honneurs militaires dus à un autre de son rang. Honneur que l'heure tardive de son arrivée n'a pu permettre de lui rendre à l'aéroport une cérémonie empreinte de solennité ponctuée par l'exécution des hymnes français et béninois. Le passage en revue des troupes et les salutations des personnalités venues témoigner au président français leur admiration et sympathie pour l'honneur qu'il fait au Bénin. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Le président Boni Yayi qui a fait prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour un accueil autant couleur à son hôte, le président français est à ses côtés et savoure le bonheur et la joie de recevoir le premier des Français en visite d'État au Bénin. Une visite fructueuse pour le Bénin en témoigne la signature de 2 accords importants sous les regards approbateurs des 2 présidents, Boni Yayi et François Hollande. Le premier accord est relatif au projet d'appui à l'enseignement secondaire et par le second, la France apporte son appui à la formation régionale de responsables de centres Songhai. 2 accords importants qui illustrent la bonne santé de la coopération et des relations entre les 2 pays et la grande attention que la France porte au Bénin. Et c'est en reconnaissance de tout cela et de la grande admiration que le président Boni Yayi voue au président François Hollande qu'il a décidé de hisser le président français à la plus haute distinction honorifique de notre pays. Monsieur François Hollande, président de la République française, au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Le président de la République, grand maître de l'Ordre, délivre à M. François Hollande, président de la République française, le présent brevet de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, distinction qui lui a été accordée par décret numéro 2015/376 du 30 juin 2015, en reconnaissance des services rendus à la République du Bénin. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le président français, qui se dit très honoré par cette marque d'attention, de sympathie et de considération à son endroit et à l'endroit de la France. Nous sommes très honorés par la distinction qui vient de nous être remise et qui est surtout une marque d'amitié à l'égard du peuple français, qui révèle une fois encore la force de la relation entre le Bénin et la France.
et la volonté qui est la nôtre de poursuivre au-delà des personnes qui peuvent à un moment exercer les plus hautes fonctions, d'avoir cette persévérance pour donner une dimension toujours plus grande à l'amitié et au partenariat entre la France et le Bénin. Mais je voudrais à mon tour remettre une haute distinction. Et la réciprocité est établie. Le président français honore à son tour le président béninois. Monsieur Thomas Boniyayi, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. A signaler que la signature des deux accords et la cérémonie de décoration sont précédées d'un tête-à-tête au cours duquel les deux présidents ont longuement échangé, tête-à-tête élargi ensuite aux membres du gouvernement et à la délégation qui accompagne le président français. La France et le Bénin, par la visite du président français, écrivent une nouvelle page de leur coopération que l'histoire retiendra comme mutuellement avantageuse, débarrassée de tout complexe, conformément à la position affichée par le président François Hollande, qui se veut véritablement le président de la rupture d'avec les pratiques anciennes qui infantilisent les Africains. Le président François Hollande a adressé un message à l'Afrique devant les membres des institutions de la République. La rencontre a eu lieu à la salle du peuple de la présidence. Dans son message, il a salué la démocratie béninoise et invite les autres pays dans lesquels la Constitution est bafouée à prendre le Bénin pour exemple. La France s'est aussi engagée à soutenir le Bénin dans son élan de développement à travers ses ambitions évoqué à l'occasion par le chef de l'État. Les détails avec Emmanuel Sebon. S'il y a une étape de la visite du président français à inscrire en lettres d'or, c'est bien sa rencontre avec les membres des institutions de la République. Car des 3 pays qu'il visite à l'occasion de cette courte tournée en Afrique, c'est la seule fois qu'il prend la parole pour prononcer un discours. François Hollande a fait le choix depuis le Bénin de s'adresser à toute l'Afrique. Et si le seul discours de sa tournée est prononcé en terre béninoise, c'est en raison des liens séculaires qui unissent les 2 pays, mais aussi et surtout pour honorer la tradition démocratique qui s'enracine progressivement depuis l'historique conférence des forces vives de la nation présentée comme l'acte fondateur du renouveau démocratique. Le Bénin depuis a progressé et dynamisé sa coopération avec la France. L'ancien colonisateur figure aujourd'hui parmi les premiers partenaires du Bénin. La convergence de vues entre les 2 pays, les efforts de gouvernance du Bénin pour la paix et la stabilité économique lui ont valu d'être sur la liste des 17 pays prioritaires pour l'affectation des moyens les plus concessionnels de l'aide publique française au développement. À travers cet instrument de financement, le Bénin a bénéficié au titre du document cadre de partenariat 2006-2010 de la somme de 101 milliards de francs investis pour renforcer la gouvernance démocratique et financière, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et l'appui à l'enseignement supérieur. Un deuxième document cadre de partenariat signé pour la période 2014-2016 accorde 70 milliards de francs au Bénin. C'est fort de cette contribution que le gouvernement béninois, s'inscrivant dans la vision à l'AFIA 2025, met en œuvre son programme de sécurité humaine et rêver à cet horizon d'un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Dans les poursuites de ces objectifs, mon gouvernement a engagé ces dernières années des réformes économiques majeures qui ont permis de rétablir les équilibres financiers et macroéconomiques et de relancer la croissance économique pour autour d'une moyenne de 6% ces 3 dernières années. Notre économie s'affirme de plus en plus comme une économie stable, dynamique et ascendante dans la sous-région. Ainsi, le taux d'inflation est maîtrisé et s'établit à moins de 1,1%, ce qui ne doit pas être confondu à la déflation eu égard au niveau de croissance économique qui reste élevé. Le taux d'endettement par rapport au PIB est de 35% contre une norme communautaire de 70% et une moyenne de 50% dans l'UEMOA. Le Bénin, au cours de ces dernières années, en raison des réformes opérées, apparaît comme le pays de l'UEMOA où le taux de pauvreté monétaire est le plus faible et fait partie des 10 pays du continent attendus pour la réalisation d'au moins 5 des 8
objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le Bénin contribue par rapport au processus de formulation de l'agenda de développement post-2015 et des ODD, portant non seulement sa propre voix, mais aussi celle de la sous-région et des pays les moins avancés. Monsieur le Président de la République, c'est le lieu de vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à la préoccupation exprimée par les États membres de l'UEMOA, dont j'assure la présidence en exercice, de préserver le niveau de plafond de l'endettement en veillant à la qualité et à la soutenabilité de la dette publique. Nos pays se sont en effet résolument engagés dans des investissements de qualité, dans les domaines des infrastructures, des capacités de production d'énergie qui tiennent compte de la nécessité de préserver l'environnement. Vous comprenez aisément, Monsieur le Président, pourquoi mieux que par le passé, nous entendons prendre une part active à la session des Nations Unies qui connaîtra en septembre prochain l'adoption des 17 objectifs retenus, lesquels accordent une place de choix aux questions de changement climatique. Après New York, en septembre prochain, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21, qui se tient dans votre pays, Monsieur le Président, du 30 novembre au 11 décembre 2015, reste une échéance cruciale pour engager les pays de la planète autour d'un accord qui limite le réchauffement de la Terre à un niveau soutenable pour les générations présentes et futures. Le Bénin, au même titre que les autres pays africains, est déterminé à prendre activement part à la COP21, la rencontre de Paris à laquelle se jouera l'avenir de l'humanité. Et les attentes du Bénin portent notamment sur la facilitation de l'accès aux fonds verts pour le climat, la garantie de financement de la période post-2020, le transfert de technologies et le renforcement des capacités humaines. Outre cette conférence, le Bénin, dont l'économie est tributaire de l'énergie, soutient l'initiative de Jean-Louis Borloo allant dans le sens de l'électrification de tout le continent avec une part importante d'énergie renouvelable. La mobilisation des ressources financières auprès des partenaires et bailleurs de fonds est confiée à l'Agence africaine d'électrification, laquelle mobilise toutes les capacités de financement privées ou publiques. Le Bénin s'est d'ores et déjà déclaré candidat pour abriter le siège de cette agence avec le soutien de la France. Tenant d'ailleurs compte de la vulnérabilité énergétique du Bénin, le président Boni Yayi a souhaité que par le canal de la coopération bilatérale, la France appuie le Bénin pour la construction d'une centrale solaire de 20 MW et la réfection de 3 centrales d'une capacité totale de 36 MW. Dans le but de consolider les progrès réalisés, mon gouvernement entend accélérer le rythme en cours. À cet effet, avec l'appui de qualité de toutes les autres institutions de la République, il travaille activement à créer l'environnement juridique et institutionnel nécessaire pour faciliter l'accès des micro et petites entreprises de haut financement, notamment bancaires, et assurer la dématérialisation des procédures de pré-dédouanement. Je voudrais également mentionner que mon gouvernement, avec le soutien de ses partenaires au développement, s'emploie résolument à améliorer la gouvernance au Bénin à travers la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la transparence et la reddition des comptes, la mise en place d'institutions solides. À ce titre, nous nous réjouissons des progrès enregistrés en 2014 et soulignés par l'ONG Transparency International, qui a indiqué que le Bénin a fait un important gain de 14 points. Le Bénin a décidé à poursuivre ce combat avec le concours d'une justice véritablement engagée et dans le cadre d'une coopération judiciaire renforcée. Au cours de la même année, le rapport Doing Business 2015, publié le 29 octobre dernier par la Banque mondiale, a souligné que le Bénin est le pays qui a connu la plus forte progression du classement, soit une progression de 23 points. Ces résultats, Monsieur le Président, viennent ainsi confirmer les réalisations internationales reçues de la
que mon gouvernement a organisé du 17 au 19 juin 2014 à Paris et qui lui a permis d'obtenir des engagements de plus de 11 milliards d'euros. Depuis cette rencontre, mon pays est à pied d'œuvre pour la mobilisation effective de cette importante ressource et les partenaires se sont déjà engagés à nous accorder 4 milliards d'euros, soit un taux de décaissement qui avoisine 20 à 30%. Cette visite du président français intervient dans un contexte délicat marqué par la poussée du terrorisme, le cas du groupe islamiste Boko Haram au Nigeria, l'occupation du Nord Mali par les rebelles, l'intolérance religieuse qui fragilise la Centrafrique. Elle intervient également à un moment où certains chefs d'État rament à contre-courant, s'opposant à l'ordre constitutionnel pour s'éterniser au pouvoir, illustration avec le Burundi. Le message du président français à ce sujet est sans équivoque. Sa visite au Bénin, plus de 2 décennies après François Mitterrand, vient marquer de façon tangible l'amitié entre les deux peuples. C'est aussi le respect d'une promesse faite au président Boni Yayi, dont le rôle remarquable dans le règlement des conflits en qualité de président d'exercice de l'Union africaine fut hautement apprécié par la France, à en croire l'hôte du Bénin. Je voulais aussi venir ici au Bénin parce que vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous savez combien je plaide en ce sens, encore il y a quelques mois, lors du sommet de la francophonie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie. Avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ces institutions une pleine traduction démocratique. Et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, je le fais parce que vous êtes les représentants de la nation béninoise dans toute sa diversité, dans tout son pluralisme, et que vous avez, au-delà de vos différences, une concorde nationale qui vous permet d'être plus fort dans le concert des nations. La stabilité des institutions, c'est la stabilité du pays. Le respect de la Constitution, c'est le respect des citoyens. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui gouvernent. Et nous l'avons encore constaté au Burkina Faso. Nous en mesurons les conséquences au Burundi, aujourd'hui même. Quand ces règles-là ne sont plus respectées, ne sont plus partagées, alors il y a des risques, il y a des conséquences. Et elles peuvent atteindre à la paix civile. Nous l'avons aussi voulu, cette visite au Bénin, pour rendre hommage à l'histoire, au président Mathieu Kérékou, à Nicéphore Soglo, à vous, Thomas Boni Yayi, pour avoir, dans toute cette période, cette longue période, défendu les intérêts du Bénin. En réponse aux souhaits exprimés par le président de la République sur l'éducation, la santé, l'énergie et autres sujets, François Hollande a rassuré de l'aide de la France et propulse même le Bénin vers de nouveaux enjeux. Projet urbain pour le Bénin, gestion de l'espace rural. Je veux aussi annoncer 2 projets majeurs pour le Bénin, puisque nous allons consacrer près de 30 millions d'euros, soit 20 milliards de francs CFA, pour aider les villes de Porto Novo et de Cotonou à concilier développement urbain, lutte contre le réchauffement climatique et combat contre la pauvreté. Parce que l'enjeu urbain, c'est l'enjeu de demain. La population mondiale va continuer à augmenter, 10 milliards en 2050. Et 2 tiers de cette population seront dans les villes. Pour beaucoup, ces villes ne sont pas encore bâties.
Pour d'autres, elles sont aujourd'hui saturées. Comment allons-nous faire? Comment allez-vous faire? Et nous devons faire en sorte que les élus de ces villes, et je les ai rencontrés hier, c'était à Lyon, que les États, les gouvernements, que les institutions internationales aient ce projet urbain pour le monde, et notamment pour le continent africain. Parce que c'est sur le continent africain qu'il y aura le plus de projets de villes nouvelles ou d'agglomérations, de métropoles qui pourront maintenant être imaginées pour les années qui viennent. Nous avons un autre enjeu. Que faire de l'espace rural? Que faire de ces territoires qui risquent d'être vidés progressivement de leur population, avec les risques que l'on sait, aussi bien pour le climat que pour l'agriculture et donc pour l'alimentation? Le territoire, votre territoire, c'est l'enjeu de la conférence sur le climat. Alors nous devons favoriser d'ores et déjà les grandes mutations urbaines, et la France et le Bénin veulent là aussi être exemplaires à travers ce que nous allons faire sur Porto Novo et Cotonou, réhabiliter les quartiers précaires, lutter contre les conséquences des inondations, protéger la lagune, traiter les déchets et valoriser au mieux votre formidable patrimoine. Les membres des institutions ont unanimement acclamé les discours des deux chefs d'État. Deux discours qui confirment, s'il en était encore besoin, la convergence de vues entre la France et le Bénin. Pas étonnant que l'adresse de François Hollande à toute l'Afrique soit prononcée sur le sol du Bénin, qui fait figure de modèle démocratique. Le président français François Hollande a animé une conférence de presse ensemble avec son homologue béninois. Conférence de presse au cours de laquelle les deux présidents ont répondu aux questions des journalistes français et béninois. Henri Ziota. La conférence de presse qui a couronné l'étape du palais de la présidente de la République de la visite du président français François Hollande est riche en questions allant du terrorisme incarné par Boko Haram au sommet sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris, en passant par la crise grecque et la situation de deux soldats français soupçonnés d'actes de pédophilie au Burkina Faso. Autre question évoquée à cette conférence de presse est la situation dans certains pays. Il lui a été demandé si le discours de Cotonou, qui fait l'éloge de la démocratie béninoise et du respect de la Constitution par son président, sera tenu au Cameroun et en Angola, deux autres pays qui figurent à l'agenda de sa tournée africaine. À toutes ces questions, le président français a apporté des réponses claires. Par rapport à Boko Haram, François Hollande estime que la France ne peut pas se substituer aux Africains dans le combat contre ce groupe terroriste. Toutefois, il se dit prêt à apporter l'assistance de son pays africain en guerre contre ce groupe terroriste, comme ça a été le cas au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Abordant la question relative à la situation en Angola et au Cameroun et dans d'autres pays où les constitutions sont malmenées à des faits non démocratiques, le président français dit que son discours ne varie pas d'un pays à un autre quand il s'agit de parler de la démocratie et du respect des constitutions. Par rapport au sort des militaires français soupçonnés d'actes de pédophilie, le président François Hollande dit qu'ils répondront de leurs actes, surtout qu'ils ne sont pas sous mandat onusien. Et c'est sur la question relative au changement climatique que François Hollande a mis en évidence les retombées positives possibles d'un sommet réussi à Paris pour les pays africains, non ou peu pollueurs, mais victimes des affres de ces changements climatiques. Dans cet accord, il y aura des limitations d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura l'élimination de produits carbonés, il y aura la fin à terme de centrales qui pourraient utiliser le charbon. Je vais citer d'autres exemples. Donc le Bénin, comme d'autres pays en développement ou émergents, pourrait se dire, mais est-ce que c'est finalement un accord qui va nous permettre de nous développer? Eh bien, je réponds très clairement, oui, ça va vous permettre de vous développer. Parce que, avec les fonds qui vont être dégagés, les technologies qui vont être déployées, avec les investissements qui vont pouvoir être réalisés, un pays comme le Bénin, les pays africains vont être capables de développer bien plus vite que les pays industrialisés la croissance verte. Ils vont pouvoir sauter des étapes. Et je pense donc que c'est une opportunité considérable pour les pays industrialisés
de remettre en cause un certain nombre de modes de production, de faire en sorte que nous puissions avoir une sobriété énergétique, que nous mettions en place de nouveaux modes de transport, etc. Que nous puissions aussi investir dans les pays en développement. Mais je pense que l'opportunité, elle est très forte pour les pays africains, et c'est le plan pour les énergies renouvelables, c'est le plan aussi pour le développement des nouvelles technologies que nous devons mettre en place le plus vite possible. Et c'est pour toutes ces raisons qu'appelé à dire les attentes du Bénin par rapport à la visite du président François Hollande au Bénin. Le président Boniayi s'est appliqué à remercier son homologue pour son investissement pour un sommet réussi à Paris. Et il nourrit assez d'espoir et d'optimisme par rapport aux résultats de COP21. Toutes les questions que vous avez posées ne concernent pas que la France, concernent le monde entier. Donc pour dire qu'en réalité, la France joue un rôle important dans la gouvernance des affaires de notre planète. Et en dépit de cela, et qu'il se trouve sur le moment de venir nous voir, je pense quand même que c'est une marque d'amour, une marque d'amitié inoubliable par tout un peuple. Et en plus de cela, le séjour a été marqué par des gestes de générosité, les accords de financement qui ont été signés, vous avez bien suivi. D'abord, nous avons rappelé ce que nous avons fait dans le passé, dans le cadre du document cadre et partenariat qui nous lie, et ce que nous allons faire, et surtout les secteurs très importants qui répondent à nos préoccupations aujourd'hui. La question liée à l'agriculture, ou j'allais dire, si peut-être on va être plus précis, l'adaptation du continent, dont le Bénin, aux conséquences des changements climatiques. Je crois que dans cet accord-là, on en a tenu compte à l'appui, disons, à l'agriculture aussi important, la formation, et l'appui à la formation professionnelle, technique, à la reconversion, l'assainissement. Voici autant de secteurs aujourd'hui dont la prise en compte constitue un défi. Donc vous comprendrez très bien que c'est un sentiment de joie, de reconnaissance qui m'anime. Et en plus de cela, je pense que nous avons eu des échanges très fructueux, qui concernent les affaires de notre sous-région, du continent, de notre monde, et surtout comment nous allons procéder. Tenez, la conférence de Paris, disons Paris 15, c'est la 21e conférence. Pour moi, je considère ça que c'est une conférence de dernière chance. C'est-à-dire que nous devons appuyer le président et la République française pour que cette conférence réussisse, parce que nous sommes tous concernés. Nous partons de Rio pour arriver maintenant à une nouvelle orientation où nous disons que désormais, pour tenir compte des dégâts que toute la planète subit en ce moment, il faut qu'on arrive à un statut juridique que nous puissions, si c'est un traité, en tout cas quelque chose de plus contraignant, et que chacun prenne des engagements fermes du point de vue du financement, du point de vue de la réduction des gaz, du carbone, et que cette fois-ci, eh bien, nous allons pour régler définitivement cette question-là. Voilà. Je pense que si c'est à Cotonou qu'on réaffirme cette volonté, que le président est venu réaffirmer cette volonté, nous ne pouvons que nous en féliciter.
Le président Boniyayi a aussi remercié le président François Hollande pour cette visite qui honore le Bénin et renforce les relations entre les deux pays. Renforcement qu'exprime avec éloquence la signature de deux importants accords. Boniyayi a accompagné son hôte du jour au centre de lutte intégré contre le paludisme. Ce centre bénéficie du soutien financier et technique de la France. L'ambition à moyen terme est de mettre au point un vaccin contre le paludisme. La visite présidentielle a permis de mieux connaître ce centre. Loukiat Dangouzato pour le compte-rendu. Demain, François Hollande et Boniyayi à la faculté des sciences et de la santé, faculté qui abrite provisoirement le centre de lutte intégré contre le paludisme, CLIP. Les raisons de cette descente de François Hollande au CLIP. Le centre de lutte intégré contre le paludisme fait partie des 7 projets financés par le programme co-développement. Et je pense que si Madame l'ambassadrice a choisi de venir ici, c'est parce que nous avons quelque chose à vendre ici. Et dans ce centre, nous avons pour ambition d'associer les différents acteurs de la lutte antipaludique, les chercheurs, les médecins, et aussi les entomologues et le programme national de lutte contre le paludisme, de façon à mutualiser les moyens dont nous disposons, les expertises, et aussi de façon à favoriser les échanges entre les différents acteurs de la lutte. L'objectif final étant que nous soyons le plus près possible des besoins des communautés et que nous soyons le plus efficaces possible. Dans ce centre, on pourrait assister à une grande première dans le monde scientifique. Nous sommes à la veille de la mise au point, probablement du premier vaccin qui sera efficace contre le paludisme gestationnel. De la femme enceinte, parce que comme je l'ai expliqué à la délégation tout à l'heure, l'enfant et la femme enceinte constituent les cibles privilégiées pour cette affection. Les autorités en charge du CLIP nourrissent beaucoup d'ambition pour ce centre. Ici, ce n'est qu'un site provisoire. Et ce que nous envisageons de faire dans un bref avenir, c'est de nous déplacer sur un site que nous allons inaugurer bientôt à Abomey-Calavi, où nous avons un institut de recherche bioclinique, où nous allons vraiment commencer les premières études d'application sur l'homme de ce vaccin qui est développé dans notre laboratoire de recherche sur le paludisme de la femme enceinte. Et c'est également le lieu d'expliquer que nous nous intéressons non seulement aux parasites, mais nous nous intéressons également aux moustiques par rapport au développement de la résistance vis-à-vis des insecticides utilisés. Vu toutes les projections, plusieurs plaidoyers sont faits, bénéficier davantage du financement de la France et surtout recruter des jeunes qui ont des compétences avérées afin d'éviter, comme le dirait l'autre, la fuite des cerveaux. Dans son périple, l'hôte du Bénin a marqué un arrêt au quartier Zongo, qui était presque un nid d'insécurité. Mais grâce au groupe Bolloré, le cadre a été entièrement rénové pour le bonheur des populations. François Hollande et son homologue béninois ont rencontré sur ce site les boursiers de la Fondation Odon Valley. Et ce matin, Jean-Claude James pour les comptes rendus. La Blue Zone de Zongo, cet espace de vie qui arrache désormais un sourire à tout visiteur, a été présenté de façon sommaire aux deux chefs d'État. Un cadre multidimensionnel qui fonctionne grâce à l'énergie solaire et qui accueille pour la circonstance les boursiers de la Fondation Odon Valley. L'hôte du Bénin a salué ce sens de solidarité du président de la Fondation, mais il invite les jeunes à l'excellence. Je voulais aussi saluer tout ce qu'il fait depuis, parce que il y a des gens qui par la fortune peuvent utiliser les fonds à des fins personnelles, et puis il y a d'autres qui par la fortune arrivent à faire la fortune des autres, et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui permet, je crois, une vraie solidarité. La solidarité, c'est celle que les États se doivent entre eux, nous le faisons. La solidarité, c'est ce que nous pouvons aussi organiser à l'échelle du monde, mais on doit aussi appeler à la solidarité de toutes les initiatives privées. Et celle-là, cette fondation, je le fais aussi ici par rapport à Blue Zone, où il y a l'organisation aussi de cette transmission, notamment de la plus belle, celle de l'énergie. Mais
il y a aussi l'énergie humaine qui doit être, elle, valorisée, développée et qui doit se renouveler génération après génération. Donc merci beaucoup et surtout réussissez pour vous, réussissez pour le Bénin, réussissez pour l'Afrique et puis si vous pouvez, réussissez pour la France. C'est un endroit qui n'était pas fréquentable. Il a tout nettoyé et il a pu faire tout ça là pour installer ou pour construire ce que j'appelle la sécurité humaine. En tout cas, nous avons besoin d'un président, de tels investisseurs français pour venir transformer totalement le visage du Bénin et de la sous-région. Et merci pour cette visite. Après Blue Zone, cap sur l'école Montaigne, dernière étape de cette visite d'État. Justement, la visite d'État du président François Hollande s'est poursuivie à l'école Montaigne de Cotonou et là, il a été reçu par la communauté française vivant au Bénin. Il a fait le point de son séjour de quelques heures à Cotonou et a rappelé aussi les liens qui unissent le Bénin et la France. Loukiat Dangouzato a suivi cette dernière étape de la visite de Hollande au Bénin. Ce n'est pas souvent qu'un président de la République française vient au Bénin. Ainsi s'exprimait François Hollande à la communauté française vivant au Bénin. Et s'il est au Bénin, c'est pour répondre à une promesse. Le président Boniyayi, vous le connaissez bien. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était le premier chef d'État africain que je rencontrais au lendemain de mon élection. Il m'avait demandé de lui faire une promesse. Il faut en faire des promesses. Il faut les tenir. Et il m'avait dit, promettez-moi que vous viendrez au cours... non pas simplement de mon mandat, mais du sien, au Bénin. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Je suis là et je suis heureux d'avoir pu respecter cet engagement. Remontons dans l'histoire des visites des présidents français au Bénin. 1983, François Mitterrand à Cotonou. En 1995, Jacques Chirac dans le cadre du sommet de la francophonie. 20 ans après, ce jeudi 2 juillet 2015, François Hollande chez Boniyayi. C'est dire que les deux pays entretiennent de bonnes relations. Avec le Bénin, la France a une relation exceptionnelle. Exceptionnelle d'abord parce qu'elle est fondée sur l'histoire. Je ne vous la réciterai pas ici. Exceptionnelle parce que nous avons des relations de très grande confiance entre nos deux pays et quelles que soient les alternances. Et lorsqu'il s'est agi d'assurer la sécurité du continent, la France et le Bénin ont toujours été ensemble. Je n'oublie pas ce qu'ont pu faire aussi des combattants béninois qui sont venus en France pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour nous libérer. L'histoire ne s'arrête pas là. Récemment encore, le Bénin, sous Boniyayi, s'est engagé avec la France à relever beaucoup de défis sur le continent. Le Bénin a été à mes côtés lorsque j'ai décidé d'intervenir au nom de la France au Mali pour lutter contre le terrorisme. À ce moment-là, c'était le président du Bénin, Thomas Boniyayi, qui était président de l'Union africaine. Et il m'avait déjà annoncé que si la France décidait d'intervenir, si bien sûr cette intervention se faisait dans un cadre international avec la légitimité des Nations Unies, il veillerait à apporter le soutien de l'Union africaine à cette opération. Et ce fut fait. Et je veux ici le remercier. François Hollande s'est également prononcé sur le processus démocratique au Bénin. Le Bénin est un exemple, une référence, pas simplement pour l'Afrique, pour beaucoup de pays. En matière démocratique, ici, depuis qu'une conférence avait posé les fondements de ce que devait être la vie politique au Bénin, les élections ont eu lieu à leur date, élections nationales, élections locales. Des alternances se sont produites 3 fois depuis ces dernières années, et il y a eu, autant qu'il est possible, le respect des libertés, le respect des droits de l'homme. L'économie, l'urbanisme, l'environnement sont autant de sujets sur lesquels M. Hollande s'est exprimé. Il rassure ses compatriotes du soutien de leur patrie, compatriotes qui n'ont d'autre merci que d'entonner la Marseillaise. Marchons, qu'un
C'est cette étape qui marque la fin de la visite du président français au Bénin. Il faut dire qu'en marge de la cérémonie officielle, le chef du gouvernement, le Premier ministre, s'est entretenu avec les opérateurs économiques français. Plusieurs opportunités d'investissement s'offrent ainsi aux grands hommes d'affaires français. Ricardo Loïc Pécou et Mathieu Sokenou ont suivi la séance. Un reportage. Premier gros défi pour le Premier ministre béninois Lionel Zinsou. Nommé il y a 2 semaines à la tête du gouvernement de Boni-Yayi, le banquier d'affaires franco-béninois a la tâche de conduire l'économie nationale à la prospérité. Sous la houlette du premier magistrat, l'expérimenté des questions économiques préside la première grande rencontre d'affaires. À l'occasion de la visite d'État du président François Hollande, Lionel Zinsou tient une séance de travail avec les hommes d'affaires français. Les défis sont grands, notamment au plan énergétique, et l'efficacité du Premier ministre saura impulser la concrétisation de cette ambition. La consommation, c'est 70% du PIB. Les industriels de biens de consommation savent qu'il y a une dynamique de la consommation. Les matériaux de construction ont une dynamique forte. Nous avons dans le chiffre d'affaires des entreprises, évidemment avec des différences sectorielles et des différences dans le temps, mais le recoupement de cette croissance. Et la dynamique de la production agricole n'est pas à simplifier. Nous avons eu des problèmes qui sont un peu derrière nous en matière de coton, qui s'est amélioré, même s'il n'a pas atteint les objectifs que nous souhaitions. Mais il faut bien voir une extrême flexibilité des producteurs. Si le coton n'est pas suffisamment bien rémunéré, nos producteurs, comme c'est une culture annuelle, changent de culture annuelle. Et les résultats, c'est que la dynamique des revenus agricoles a toujours été en progression sur les 10 dernières années. Malgré les changements climatiques, malgré un certain nombre de fléaux au nord du pays, alternance de sécheresse et d'années d'inondation, malgré ça. Investir au Bénin n'est pas un risque. Le Bénin est un pays d'accueil où règne une stabilité socio-économique. Tous les secteurs de l'économie béninoise sont aptes à relever le défi de l'émergence. Le développement harmonieux du Bénin ne peut se faire que dans un cadre macroéconomique bien établi et avec un partenariat public-privé bien défini. Le patron de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin préconise une solution. Quand on entreprend, on démontre les opportunités, et c'est à cela que j'insiste, que nous puissions nous voir bientôt. Nous allons bâtir ça avec la Chambre de commerce et toutes les autres organisations professionnelles pour que nous ayons une journée de la France ici, que nous puissions dire sur certains points et à la face du monde dans la sous-région que la France est de retour dans cette Afrique de l'Ouest et que nous puissions travailler efficacement dans tous les domaines, agriculture, énergie, on n'arrêterait pas de le dire. Paris gagnait donc pour le Bénin. La diplomatie offensive du chef de l'État et de son gouvernement a payé. Nous avons bien compris aujourd'hui la stabilité politique et économique qui est celle de votre pays et nous avons bien compris aussi la nécessité d'aller vite sur un certain nombre de projets structurants en termes d'infrastructures ou d'aménagements sociaux. Nous avons développé des concepts de PPP, de concessions en Europe, mais aussi en Afrique, en particulier à Abidjan avec le 3e pont. Le continent africain sera le continent dans lequel Accor aura la plus grande réserve de développement et les engagements les plus importants en termes de montants financiers, probablement de l'ordre de 1 milliard d'euros que Accor est prêt à investir sur le continent africain et notamment sub-Sahara. Nous pouvons déployer nos solutions en quelques mois, entre 6 mois et 1 an, c'est assez rapide. Nous sommes, comme l'a souligné l'un des intervenants précédents, nous pouvons offrir des solutions qui sont moins onéreuses que les solutions habituellement utilisées, basées sur le thermique, le diesel, et donc nous espérons vraiment pouvoir nous développer. Le terrain est donc balisé pour permettre aux hommes d'affaires français d'investir au Bénin et aux opérateurs économiques nationaux de bénéficier de l'expertise et de l'expérience française. De quoi favoriser le développement durable du Bénin. C'est un trésor de compétences qui est ici, à condition que nous sachions aller dans le fast track. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est extraire ces richesses qui sont des deux côtés de la table.
Voilà pour ce qui concerne le séjour du président français sur en terre béninoise. Autre registre avec une nouvelle équipe à la tête du Rotary Club Cotonou-Doyen. Le nouveau président, Romain Moncho, a reçu les attributs de sa nouvelle fonction ce lundi. La passation de charge a eu lieu à Azalaï Hotel à Cotonou, à Ouacheri et Patrick Beno pour le compte-rendu. Romain Moncho prend désormais les rênes du Rotary Club Cotonou-Douanier après 12 mois de gestion par un comité, comme l'indiquent les tests du Rotary. Et le nouveau président, déjà dans le club depuis plusieurs années, a déjà une feuille de route. Nos efforts iront dans le sens du renforcement de l'effectif du club en tenant compte des objectifs d'accroissement de l'effectif fixés par le gouverneur du district. La lutte contre la polio est comme une course. Et dans une course, c'est parcourir les derniers mètres avant le but final qui demande le plus d'efforts. Il reste quelques foyers résiduels de polio en Inde. Nos efforts sont nécessaires pour arriver à bout de cette terrible maladie. Nous devons augmenter nos contributions à la Fondation Rotary. Chaque membre du club, quels que soient ses moyens, doit faire un don à la Fondation afin qu'elle atteigne son objectif d'un monde sans polio d'ici 2018. Nous ne pouvons pas ne pas écouter les cris de détresse de ces nouveaux-nés dans nos centres de santé et maternité qui, parce que les parents n'ont pas 1000 francs CFA pour acheter un médicament générique à la pharmacie du centre de santé d'à côté, ne fêteront jamais leur premier anniversaire de vie sur cette terre. Le bureau sortant a félicité le nouveau président et l'encourage à poursuivre la vision du club, celle d'aider les couches les plus démunies à s'épanouir. Je voudrais m'adresser tout spécialement au président élu, mon ami Romain Moncho, pour lui dire toute ma confiance et mes vœux de grande réussite pour son mandat, accompagné de toute sa nouvelle équipe. Je remercie tous les amis du Rotary Club de Cotonou pour la confiance et les soutiens de diverses natures dont j'ai bénéficié en qualité de président de club pour l'année 2014-2015. La cérémonie a été aussi une occasion pour couronner les efforts des plus méritants du Rotary Club Cotonou-Douanier. Les clubs Toastmasters Tengue et Iroko changent de main. C'est à la faveur d'une cérémonie de passation de charge que les deux nouveaux présidents ont pris les commandes de ces deux clubs. C'était également une occasion d'intronisation officielle de nouveaux membres de Tengue et Toastmasters. Club Ikiliru Gounou, Sero et Michael Nouati pour le compte rendu. Alternance au sommet des clubs Toastmasters de Parakou. Tengue Toastmasters Club francophone et Iroko Toastmasters Club anglo-saxon. Wenceslas Olowo, par cette cérémonie, prend les commandes de la session francophone et Rafiou Baguidi, celle anglaise. Ils prennent en main la destinée de ces clubs qui font la promotion de l'art oratoire, respectivement de Carole Agoua et de Marcienne Huenou. Toastmasters International, association à but non lucratif. Nous pratiquons à notre sein, je dirais, la démocratie. Alors, nous, on a pris les responsabilités en juin 2014, le 30 juin, donc le 1er juillet 2014, le 30 juin 2015, c'est une année qui s'est terminée. Les deux nouveaux présidents qui connaissent bien les deux sessions vont conduire l'immense charge qui leur incombe pendant un an. Les objectifs de mon équipe pour cette mandature, c'est de relever un certain nombre de challenges. Ces défis sont communs à tous les clubs et plus spécifiquement encore aux clubs anglophones où, pour avoir beaucoup de membres, il faut d'abord que les gens comprennent un peu la langue. Nous pensons relever, disons, ce challenge-là en essayant d'introduire des leçons d'anglais pour que même ceux qui n'ont pas un niveau assez élevé puissent être membres des clubs. Et comme deuxième objectif, c'est de renforcer le leadership des membres. Le second événement qui a focalisé l'attention des invités est l'intronisation d'une douzaine de nouveaux membres qui rejoignent officiellement le club Tengue Toastmasters Club, l'aîné de la session anglaise.
Et les élections communales et locales du 28 juin dernier auraient été émaillées d'irrégularités, notamment dans les communes de Kalalé et de Bembereke. Cette dernière localité, dans laquelle seulement les listes FCBE et Alliance Soleil sont en compétition, est la plus pointée du doigt. À cet effet, le coordonnateur départemental des forces Corée pour un Bénin émergent du Borgou appelle dans une déclaration les populations au calme. Il est au micro de Théophile Salam. La première méthode consiste à distribuer des cartes à des électeurs soit qui n'en avaient pas, soit qui venaient d'avoir l'âge à peu près, parce qu'il y a parmi ces électeurs identifiés des gens qui n'ont pas l'âge de voter, à qui on a distribué des cartes pour aller voter. Nous avons pu appréhender au moins 6 personnes. Ces cartes-là, d'abord, comment nos adversaires l'ont obtenu? Ils ont, au sein de leur équipe, un monsieur qui avait récupéré 1 millier de cartes sur lui. Il se retranche dans l'arrondissement qui est le plus enclavé de la commune. Et c'est là qu'il procède à la distribution. Ensuite, la fraude a consisté à bourrer les urnes. Là également, nous avons eu des bulletins dans les urnes qui n'ont pas été estampés par le cachet de la Sénat lors du dépouillement. L'autre méthode qu'ils ont utilisée lors des dépouillements consiste donc à annuler systématiquement tous les bulletins qui ont quelque chose qui n'a rien à voir avec les motifs d'annulation indiqués dans le code électoral. Par exemple, dans un bureau de vote où on a 200 électeurs, on a 103 bulletins nuls. Et dans les 103 bulletins nuls, on a 99 FCBE. Dans l'arrondissement central de Bembereke, nous avons eu 600 bulletins nuls. Dans les 600 bulletins nuls, nous avons au moins 433 qui sont FCBE. Alors, au regard de toutes ces irrégularités, les représentants de la majorité ont refusé de signer les PV de dépouillement. Des cas graves, ils ont intercepté le coordonnateur de l'arrondissement de Boinri et l'ont contraint à décharger la cantine de l'arrondissement de Boinri à la mairie de Bembereke. Je voudrais rassurer nos populations. Chacun aura l'expression du suffrage exprimé en sa faveur dans la commune. Je voudrais appeler au calme, de ne pas céder surtout à la provocation, comme c'est le cas actuellement dans l'arrondissement de Gamia et de Bembereke, mais plutôt d'attendre la décision donc, des institutions compétentes. La Fondation Tam Tam d'Afrique a célébré ce samedi l'excellence en matière de communication au Bénin. C'était à la faveur d'une soirée dénommée la Nuit de la communication, une soirée qui a connu la participation de plusieurs acteurs du domaine de la communication. Et voici le compte-rendu de Marie-Louise Perrin. La Nuit de la communication. La communication est l'axe de la maîtrise du pouvoir. C'est pour cette raison que les responsables de Tam Tam d'Afrique ont pris l'initiative de reconnaître la valeur des meilleurs dans ce secteur. Ceci pour le compte de l'année 2015. Nous, dans notre foi et dans notre volonté d'accompagner le développement de ce pays, nous avions décidé d'apporter une touche particulière qui nous permettra dans l'avenir de pouvoir quand même dénicher des talents et de les mettre à la disposition du peuple, afin que d'autres puissent aller à leur école. Et ce leitmotiv nous a gagné depuis plus de 13 ans au sein du label Tam Tam d'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nul ne peut créer un cercle de développement sans communiquer. Et quand vous regardez ce secteur d'activité, c'est devenu quand même un grand domaine, un domaine très vaste, que beaucoup n'arrivent même pas à essayer de quadriller. Au total, 5 branches ont été célébrées ce soir-là. Il s'agit de la prise de vue, de la formation dans les métiers de la communication, de l'écriture, de la correspondance et de l'information. Celle qui a reçu le trophée de la numérisation catégorie meilleure présentatrice du journal télévisé a dédié cette distinction à sa famille, belle famille et sa famille professionnelle, c'est-à-dire l'office où elle fait ses preuves. Nous exerçons notre métier dans l'abnégation, le sacrifice au quotidien, mais il est rare qu'on nous le reconnaisse.
Et si quelqu'un se dit, ben, ces communicateurs-là, il faut les honorer, leur offrir une soirée, eh bien, je infiniment Tam d'Afrique. Je dédie donc cette distinction à mes supérieurs hiérarchiques, mais également à mes collaborateurs, à mes confrères et collègues, parce que nous exerçons un métier qui se fait de façon collégiale. Tout seul, vous ne parviendrez à rien du tout. Donc il y a les collègues, les confrères qui vous accompagnent et qui vous aident à en arriver là où vous êtes. À l'ère du numérique, susciter l'amélioration des prestations au sein des différents canaux de communication est le leitmotiv du promoteur de Tam Tam d'Afrique. En interactualité, dans le cadre du festival Il Cinema Ritrovato en Italie, il sera projeté un court film inédit montrant des réfugiés arméniens après le génocide de 1915. Les images muettes et sans légende sont de sources inconnues. Un reportage. Ces images obtenues par l'agence France Presse datent de 1923 et montrent des enfants s'entassant sur des bateaux en Turquie peu après le génocide arménien. D'auteur inconnu, ce film était en dépôt à la librairie du Congrès américain et une remarque se fait à la vue de ces images. Je remarque qu'il y a dans l'image, on voit un palais très connu d'Istanbul. En effet, c'est Istanbul, mais il y avait dans ce palais-là un orphelinat après la guerre où les Britanniques ont ramassé les orphelins arméniens et c'est en effet les orphelins arméniens qui sont puis évacués de Istanbul. Et pour commémorer le centenaire du génocide arménien, Mariam Lewinsky veut diffuser ces images dans le monde. Une commémoration, c'est aussi de toute façon un moment possible de diffusion de ces images et comme pour nous-mêmes, de diffusion de connaissances historiques. Et en effet, on collabora très étroitement avec un très jeune festival à Istanbul. Les journées du cinéma muet à Istanbul, c'est des gens formidables et c'est très possible qu'on peut faire diffuser ces images-là à Istanbul. La diffusion de ce film favoriserait la réconciliation entre les Kurdes, les Grecs, les Arméniens et les Turcs. Et vous suivrez à 21h le documentaire Ken Boukoul, Personne n'en veut. À 22h, le feuilleton Le Triomphe de l'amour. À 22h30, un film de la série Les Écrans du FAPA. Puis à 23h30, le journal de la nuit. Retrouvez cette édition sur notre site, le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité.